Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une journée tranquille pour une fois et que le stress n'a pas trop gâché la journée. En tout cas, nous, on va essayer de discuter et en essayant que ce qu'on va dire ne va pas ajouter à ce qui va être votre stress. On va voir avec Guy Roger, on va revenir sur nos souffrances, j'allais dire mentales, psychologiques, et voir un petit peu comment le Covid est en train de continuer à peser. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. Quand je dis que le Covid continue à peser, c'est pas paradoxe. Pourtant, on a l'impression que les vaccins vont arriver. On a l'impression que la porte de sortie n'est pas loin. Mais malgré tout, la souffrance, je ne sais pas si vous le percevez de la même façon, mais elle est plus présente aujourd'hui. Ce qui nous pèse, c'est pas le Covid. Juste prendre un exemple. Ça se passe dans l'Est, il y a une jeune fille qui veut se jeter. Quelqu'un arrive et finit par l'en empêcher. C'est bien parce qu'il y a eu un geste salvateur, mais en même temps, il y a une posture où la souffrance a amené à une... Oui, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas le Covid, tout ça. C'est ce qu'on en a fait du Covid. D'accord. Tu sais, toute la névrose qui s'est installée dans tout ça, les angoisses de ne pas pouvoir sortir. Tout ça, ça pèse sur nous. C'est pas le Covid. C'est notre tête, avec tout ce que nous avons pensé, qui fait que nous nous sentons de plus en plus emprisonnés. Parce qu'il y a une psychose qui se crée, tu vois. Et dans cette psychose, on agit non pas rationnel, on est irrationnel. Et des fois, ça arrive à des situations comme tu viens de dire, où on finit par le suicide, parce que la vie devient un enfer. Mais comment faire que la vie ne soit pas un enfer ? Tout simplement, arrêter de se raconter des histoires, arrêter d'écouter toutes ces histoires qui nous font peur et qui nous font nous terrer chacun les uns les autres et à nous séparer les uns les autres. De toute façon, le contexte nous y amène. D'une part, on a les actualités à la télé, on a que des informations concernant, à 75%, ce sont des informations qui concernent le Covid. Va-t-on, pendant 2 semaines, on attend, on va nous reconfiner, on va nous reconfiner, on va nous reconfiner. Oui. Après, il n'y a pas de confinement. Donc, il y a le stress qui monte. Oui, mais ce stress-là, Gismi, tu vois, ce sont les gens qui ont écouté des choses qui se disent. Et tout ce qui se dit peut-être, à mon sens, mon sens humble, n'est peut-être pas quelque chose de réel. Okay ? C'est quelque chose qu'on dit pour que tu réagisses. Tu sais, quand on te dit qu'on va te confiner, tu vois, tout ça, c'est un ensemble politique. C'est pas quelque chose de familial, d'entente individuelle. C'est une prise de ta liberté où on te dit comme maintenant tu vas faire comme ça et comme ça parce que on a la réponse, tu vois. Le problème, c'est que à la fin, il y a personne qui a la réponse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut se raconter des histoires parce que tout ce qui a été dit sur le Covid, personne ne sait. Moi, je crois qu'il faut laisser les gens tranquilles et laisser les gens vivre leur vie. Et si, tu vois, il y a quelque chose à faire pour se protéger, on n'est pas des enfants. On ne doit pas nous dire comment on doit réagir, on doit manger, on doit se vêtir. Il y a quand même une chose. On n'est peut-être pas des enfants, mais lorsque on a des gens qui prennent le risque de créer une rencontre avec 2500 personnes, avec 300, 400 personnes, alors que il y a un virus qui est là, qui peut être dangereux. Alors, c'est peut-être pour ça, Gismi, dans ce cas, tous ces gens qui font ça, tu vois, ils sont encore des enfants. Ce sont encore des enfants qui n'ont pas pris la responsabilité d'être adultes, tu vois. Et parce que nous sommes comme ça, nous sommes aptes à écouter celui qui dit « je sais ».
Tu vois? Donc, on est tributaire, on est dépendant de ceux qui nous disent comment faire. Et ça devient une société hiérarchique qui dit à tout le monde quoi faire. Et tous ceux qui sont dans le bas, ce sont des esclaves de celui qui connaît, soi-disant. Tu vois? Aujourd'hui, celui qui maîtrise et qui contrôle l'information a quand même un pouvoir immense. Oui, mais pourquoi ils contrôlent la situation? C'est parce que les gens sont friands, parce qu'ils ont peur, et ils veulent savoir comment arriver à s'en sortir. Donc, ils sont à l'affût de la moindre petite parole de promesse qui vont leur dire que tout ira bien. Donc, on est prisonnier aussi de la promesse qu'on nous donne. Donc, on devient dépendant de ça. Alors, il y a une chose. Il y a le fait qu'on veut savoir. Oui. Ça, c'est un besoin apparemment naturel. On veut connaître, on veut savoir, on veut apprendre. Oui. D'accord ? Aujourd'hui, par quels canaux pouvons-nous apprendre l'information, surtout quand il s'agit d'une épidémie, et de loin la première source d'information à laquelle on va aller abreuver sa soif. Comment apprendre d'une information qui est mensongère? La question est beaucoup plus simple. Comment savoir que l'information est mensongère? Oui, justement. Et comment apprendre dans ce cas, si tu sais que c'est mensonger? Si tu vois dedans qu'il y a des doutes, si tu vois dedans que tout ce qu'on te dit, c'est un tas de confusion, tu vois, et que personne ne sait. Et on te fait peur en plus. Donc toi, qui as peur, eh ben, tu vas écouter. Parce que tu vois, tu penses qu'en écoutant, en faisant les choses qui se dit de faire, eh ben, tu seras en sécurité. Du moins, c'est la première motivation qu'on a quand on va écouter. La première motivation, c'est de se protéger. C'est pour ça qu'on suit ce que dit les canaux d'information. Voilà. Alors, donc, on se protège, mais on se protège de manière avec la peur que quelque chose nous arrive. Mais moi, je dirais, si tu pouvais te protéger sans que tu n'aies peur, sans la peur, et tu verras que de la protection que tu auras, elle sera faite avec amour, avec discernement, tu vois, mais pas compulsif, réflexe, avec la peur, parce que la peur nous fait peur, et on a peur de la peur qui fait peur, tu vois. Donc, on n'est jamais dans l'action juste, on est toujours dans l'action qui a des conséquences. Guy Roger, j'entends, mais le peuple qui écoute les informations, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être réconforté. Oui. Il a besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire pour ne pas s'exposer à une contamination. Attends, tu dis que le peuple a besoin d'être réconforté. Moi, je te demande, pourquoi? Parce qu'on lui dit qu'il y a un virus et qu'il est menacé. D'accord. Ce réconfort, tu vois, qu'on a besoin, c'est la peur de mourir. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils attendent qu'on leur dise? Qu'il n'y a plus de danger. Ok? Oui. Ils veulent être réconfortés. Mais tu vois, peu importe ce qu'on fait, même si tu es en train de lire un livre, il te reste 2 pages pour lire. Quand la mort arrive, tu ne peux pas dire à la mort, excuse-moi, j'ai encore 2 pages pour finir. On est d'accord. Hein? La mort arrive et part avec toi. Hein? Et tu sais, la mort, ce n'est pas une maladie dans notre monde. Le problème, c'est qu'on nous a promis la vie, tu vois, la vie que tu veux vivre, celle que tout le monde te promet, avec de l'argent, de la richesse et tout ça, tu seras heureux. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent quel réconfort ils veulent? Ils veulent le réconfort de pouvoir garder la vie qu'ils ont entamée. Et ils ne veulent pas la lâcher. Et tu vois, parce qu'on ne veut pas lâcher ça, on vit dans le mensonge de soi-même. Et on ne voit plus les choses comme elles sont. On voit les choses comme elles devraient être. Et c'est ça notre problème. Et je reviens sur cette posture. Comment l'individu qui est devant son média peut-il se rendre compte que c'est pas comme ça devrait être? Ouais. Parce que tu vois, quand tu écoutes les médias, quand tu peux te rendre compte, parce que ta tête, elle commence à fonctionner à 100 à l'heure. Ok?
quand ta tête fonctionne à 100 à l'heure, ça veut dire que tu n'as plus la paix. Et moi, je dis, arrête d'écouter et tu verras qu'il y aura quelque chose qui va se calmer en toi. Et ton esprit sera en paix. Et quand il sera en paix, il aura la capacité d'avoir une intelligence pour agir dans ce monde, pour vivre ensemble sur cette belle planète, sans se triturer les uns les autres, sans se faire croire qu'on doit faire quelque chose que tout le monde dit qu'il faut faire. Parce que tout le monde dit, mets le masque. Ton enfant te dit, mets le masque. C'est plus le gouvernement, c'est quelque chose qu'on a entre nous, tu vois. Et même si c'est pas vrai, tout le monde dit, fais, parce que tout le monde a peur. Moi, j'ai dit, écoute, arrêtons de vivre comme ça. Arrêtons de faire les bergers qui disent à tous les moutons comment on doit faire. Même si tu es dans un troupeau de moutons, les moutons dans le troupeau vont te dire, ne t'égare pas, reste comme ça. Tu vois? Donc, on est arrivé à un point où il y a une Gestapo, je dirais, dans notre société, où tout le monde, tu sais, confronte l'autre à une réalité qu'il doit vivre. Donc, on le met aux normes. On est tous dans une norme. Et tout ça, c'est les médias qui nous les donnent, c'est les gens d'en haut qui nous les donnent. Et nous, comme on a peur, on veut la sécurité, eh bien, on tombe dans le panneau. Et nous vivons cette vie misérable. Misérable, elle est misérable. Aujourd'hui, mais le masque et partir comme ça partout. On ne sait même pas si c'est vrai ou pas vrai. Le nombre de Covid qui ont été énoncés, qui dit que c'est vrai? On te raconte. Mais toi, tu crois. Donc, si tu crois, ben, tu es anxieux. Hein? Et donc, moi, je dis, ne crois en rien. Accepte rien de ce qui vient de quelqu'un qui te dit comment tu dois vivre. Tu dois vivre ta vie toi-même et accepter et prendre la responsabilité de ta vie. Parce que si tu dois mourir demain, il n'y a personne qui viendra te sauver. Hein. Mais comment vivre en marge de cette société? Non, pas en marge, justement. En marge, ça veut dire que tu vas te mettre dans une petite grotte là-bas, tu vois. Mais je te dis, ici à La Réunion, toutes les grottes sont prises. Hein. Il n'y a plus de place. Tout le monde a fait ça. C'est le développement personnel, tout le monde est là-bas, on a notre petite vie, on a compris, on fait ça. Non. Ça, la vie, elle se passe entre nous, les humains. Entre nous. Dans la relation qu'on a, chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, on n'a plus de relation. Le problème, c'est qu'on n'a plus de relation. On a une relation, mais on a une relation de monsieur le maire. Ça, c'est un couillon, ça, c'est Miss Réunion, ça, c'est pas Miss Réunion, ça, c'est quelqu'un d'important, ça, c'est pas important. Et on se connaît comme ça, avec des images. On se rencontre selon les images qu'on a devant soi. Mais est-ce qu'on se rencontre? On ne se rencontre plus. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Et quand chacun a son histoire en lui, eh bien, son histoire prévaut sur la communication. Et se rencontrer, ça veut dire être libre de toute peur, de toute angoisse, et une envie d'être ensemble. Et quand il y a cette intelligence, on trouvera un moyen. On trouvera un moyen. Nous, les humains, on sait comment le faire. On l'a toujours fait. On trouvera un moyen pour se débrouiller sans ceux qui nous disent qu'ils savent. Parce qu'ils ne savent pas, c'est pas vrai. C'est faux. Tu peux me dire ce que tu veux. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y aura demain. Comment le virus va évoluer. Il va évoluer et on est là. On doit l'accepter. Ça, je l'accepte, moi. J'accepte aussi que je dois mourir demain. Je ne suis pas en train de me protéger de la mort. Parce que la mort arrivera. Mais je suis en train de me protéger de mes propres mensonges. Parce que si je ne me protège pas des mensonges que je me fabrique, je ne pourrai plus vivre dans la sincérité avec l'autre. Je serai toujours en train de me munir d'une protection. Et ça fait que je deviens, moi, l'être humain qui n'a plus de communication avec l'autre. Donc, pour vivre ensemble, il faut être ensemble. Et pour être ensemble, il faut se communiquer entre nous. C'est un paradoxe parce qu'avec ce virus, les gens s'enferment de plus en plus chez eux. Exactement. Et ils ont de plus en plus peur d'aller à la rencontre de l'autre. Exactement. Et donc, l'individualisme, Jismi, s'étend de plus en plus. Et ça devient coriace, tu vois. Et ça fait que chacun d'entre nous, on s'isole les uns les autres dans notre petit monde. Ouais. Et dans ce petit monde, il n'y a que moi qui compte. Moi, avec ma sécurité, ma voiture, mon argent, mes affaires. Et ça, c'est le drame
de l'humanité. C'est le drame de l'humanité. Mais comment faire autrement quand votre État vous dit vous devez vous tenir à 1 mètre de distance? Vous ne devez pas être plus que de 6 lors d'un échange. Vous ne devez pas être plus que 6 à table. Oui. Il faut bien respecter les préconisations de l'État pour essayer de ralentir la circulation du virus, Oui. les contaminations. Et là, on est un petit peu pris... Combien de gens je vois, Gismi, ils mettent leur masque seulement s'ils voient un policier, un truc comme ça qui est là. Et tu vois, ou bien ils font les choses naturellement, tu vois, sans attendre à ce que quelqu'un leur dit comment ils doivent faire. Moi, je dis, j'appelle personne à se rebeller de l'ordre établi, du système établi. Mais je dis, en soi, on peut être libre de ça. On n'a pas besoin de vivre ça. On peut vivre tout à fait naturellement quand on me dit mets le masque, ok? Eh bien, j'ai le droit, c'est un droit fondamental d'une liberté individuelle de le faire ou de ne pas faire. C'est ton choix. Si tu le fais parce que tu as peur, eh ben, tu vas suivre le troupeau. Mais si tu le fais parce que tu es conscient que pour toi, ça n'a aucune valeur, ben, tu le fais. Et peu importe les conséquences. Si tu as des conséquences, ben, ce sera toi qui vas les vivre. Ok? Mais au moins, tu auras vécu la vie que tu veux, mais pas la vie que quelqu'un a destinée pour toi. Parce que là, en ce moment, on te destine à une vie qui est médiocre, qui n'a pas de sens. Apparemment, si sur le fond, on peut être d'accord, c'est sur la forme, comment ne pas respecter la loi, comment ne pas respecter les règles barrières, comment ne pas respecter les préconisations, comment ne pas rentrer dans le cadre défini par l'État. Il ne s'agit pas de combattre l'État. Non, bien sûr que non. Hein? Il s'agit juste de voir que s'il y a combat entre ce qu'on te demande de faire ou de ne pas faire, s'il y a une attitude de combat là-dedans, eh bien, il y aura naturellement un conflit qui s'installera entre le gouvernement et toi. Ok? Moi, je dis que si tu es en paix, ok, tu ne crées aucun conflit. Tu acceptes. Moi, je mets le masque. Mais c'est pas mon truc. Mais je crée aucun conflit. Parce que si je crée encore du conflit, eh bien ce conflit va se grossir. Et il me semble que nous, les humains, aujourd'hui, on est en conflit avec tout ça. Combien de pays qui se battent entre eux pour ne pas mettre le masque? Combien de pays disent un fait comme ça, l'autre fait comme ça? Il y a un combat énorme et tout le monde met la pression. Les policiers d'un côté qui viennent et tarassent et tout ça. Moi, je dis, il faut pas, si tu es en paix, tu n'as pas besoin de créer du conflit. Tu mets le masque. C'est pas un masque qui va te rendre esclave. Parce que tu mets ton masque, c'est juste un bout de papier que tu mets devant ta bouche. C'est comme l'argent, c'est un bout de papier, c'est pas l'argent lui-même. C'est tout ça. Tu vois, c'est une idée de la peur qui t'envahit. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. C'est que la peur nous envahit. Oui, mais je suis d'accord. Mais encore une fois, comme je dis, c'est si on veut être soi, si on est malgré tout confronté à un système qui est en face de nous et qui, je comprends, mettre le masque, c'est pas se conforter vraiment se plier à ce que nous demande l'État, et ça nous empêche pas d'être libre. Mais quand on vit ça sur une durée, il y a un moment, on lâche prise. Alors si tu es en paix, si tu as compris que tout ça c'est de la gnognotte, et toutes les idées que tu as dans ta tête, tu as arrêté de les broyer, ok? Tu mets un masque, mais ta tête ne fait rien. Tu sais, le masque c'est juste comme une étiquette que tu as mis, tu vois? Mais tout ce qui est ce que tu es ne subit pas le masque. Ce que tu es ne subit rien. Parce que tu dis celui qui est, qui est celui-là, qui est celui qui est l'être humain. L'être humain, c'est pas la tracasserie,
L'être humain, c'est en dehors de la tracasserie. Ce que tu es pour de vrai, c'est la joie, la liberté, et c'est ça que tu es. Et cette liberté, cette paix ne conduit aucune confrontation dans le monde. Effectivement, être soi, c'est pas ce qui nous entoure qui va nous changer. Exactement. Mais la question, le problème, c'est que c'est la capacité pour chaque individu. Alors, c'est là que tout l'enjeu, et on est en train de parler de ça, toi et moi, depuis un moment, tu sais, sur nos émissions, tout l'enjeu est là, Gismi. C'est de savoir avoir le réflexe, la méditation, l'envie, l'attention de voir qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Pourquoi nous sommes prisonniers de tout ce qui se passe et que l'on subit tout le temps. Pourquoi ? Moi, je dis, si on peut voir tout ça, et il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille comprendre tout ça, parce que tout ça, c'est le mensonge de ce que tu devrais être, de ce que tu prétends être, mais c'est pas toi, ça. Ce que tu es n'a pas de confrontation. D'accord. Tu vois ? Effectivement, sa liberté, elle est là, quel que soit l'environnement qui l'entoure. Exactement. Et c'est à chacun de vivre cette liberté-là sans laisser ce qu'il y a autour l'emprisonner. C'est ça. Merci Guy Roger pour cet échange. On reviendra sans doute là-dessus parce que je crois que d'une façon ou d'une autre, au sortir du Covid, je pense que cette liberté-là, il y en a qui devront travailler beaucoup sur eux-mêmes pour la retrouver parce que malgré tout, il y a quand même pas mal de traumatismes qu'on verra au fil des émissions. Merci Guy Roger. Merci à vous. On va juste regarder, nous, un reportage, Jacques Técher. On se retrouve juste après. Comment vous est arrivé ce lien particulier avec la Vierge Marie ? En fait, ce lien, je ne l'ai pas choisi. Voilà, tout simplement, je crois que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et son appel non plus. Je suis allé à Medjugorje suite à la maladie d'un de mes proches et je suis revenu avec un autre esprit, avec une autre façon. Je n'ai jamais vu quelque chose d'extraordinaire à la façon humaine, mais j'ai ressenti dans mon cœur une grande chose, une grande joie. Et lorsqu'on m'interroge et on me dit qu'est-ce que Dieu a apporté dans ta vie, et j'ai toujours cette même réponse, je dis Dieu a transformé mes jours ordinaires en jours extraordinaires. D'abord, à Medjugorje, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion extraordinaire ? Medjugorje est une terre bénie. À Medjugorje, lorsqu'on y pose le pied, on se sent tout chose, on se sent déjà bien, on se sent comme si c'était notre maison. Et les choses s'installent dans notre cœur à notre insu. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Et tous ceux qui ont fait l'expérience de Medjugorje sont d'accord avec moi, avec peut-être des mots différents. Mais ils sont d'accord avec moi pour dire qu'à Medjugorje, chacun vit des choses d'une façon extraordinaire. Et le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un là où c'est sensible, là où il est beaucoup plus réceptif. À partir du moment où vous avez été touché, vous avez ressenti, qu'est-ce qui s'est déclenché en vous ? Quelles sont les émotions qui se sont inscrites en vous, que vous avez ressenties tout au long de votre séjour à Medjugorje ? Alors c'est juste, quand je suis parti de là-bas, c'est juste que je voulais tellement partager mon expérience. Or, ce sont des choses qu'on ne peut pas partager. Une émotion, surtout lorsqu'elle est spirituelle, on ne peut pas le partager. Mais j'avais tellement envie que d'autres personnes voient ou vivent ce que j'ai vécu, que dès que je suis arrivé ici, je n'ai qu'un seul désir, c'est de rassembler des personnes, de leur dire, écoutez, venez voir par vous-même. Et j'ai ramené des personnes improbablement qui ne seraient jamais parties en pèlerinage,
Et voilà, quelques personnes, 2 ou 3 ou 4, et tous les ans j'y allais, jusqu'au moment où j'en fais plus qu'un seul, j'en fais 2 par an, et c'est plus 10 personnes, c'est 50 personnes à chaque fois. D'après ce que vous dites, aujourd'hui, il y a en vous un besoin qu'on ne peut pas décrire, indescriptible, indicible, de vous retrouver à Medjugorje régulièrement. Comment vous expliquez ça? Oui, régulièrement, parce que je crois que Dieu a inscrit dans notre cœur, dans mon cœur, à moi en tout cas, quelque chose, une sorte de... comment on pourrait appeler ça? C'est une sorte de nostalgie du lieu, nostalgie est peut-être le mot, où on se sent bien et puis on est toujours... Alors moi, dans ma position d'accompagnateur, évidemment c'est différent parce que j'ai toute la logistique à mettre en place et le bien-être des autres à aussi accompagner, mais je pense que ça aussi c'est une mission que le Seigneur m'a donnée parce que par nature, je ne suis pas comme ça. Par nature, je ne suis pas du tout de nature à être en avant et voilà. On parle de Medjugorje, mais je crois qu'il faut aussi mettre un visage, un nom, la Vierge Marie. C'est elle ou c'est Jésus que vous avez rencontré à Medjugorje? En fait, les deux sont indissociables parce que Marie ne parle jamais en son propre nom. Elle parle au nom de son Fils. Voilà. Elle parle au nom de son Fils. Elle dit qu'il faut aller à Jésus. La Vierge Marie ne met rien sans Jésus. Voilà, il faut bien l'avoir compris. Et tous les messages de Marie à Medjugorje nous mènent à Jésus. Comment, aujourd'hui, Joseph Techer fait un petit peu cette mission de dire aux Réunionnais, qu'il rencontre qu'il faut aller vers Jésus? Ben, je pense qu'il ne faut pas le dire. Voilà. Dans mon préambule, tout à l'heure, j'ai dit que l'amour ne se dit pas, il se vit. Et donner envie à quelqu'un de pèleriner ou de faire dessus le chemin qu'on suit, et surtout un état d'être qui donne à l'autre envie de le faire ou pas envie de le dire, ça ne sert pas à grand chose parce que la parole n'est pas grand chose si il n'y a pas derrière le moteur et tout ce qui remplit la parole. La puissance de l'émotion, de l'amour, de la tendresse, etc. La puissance de l'amour, de l'émotion, de la tendresse, ouais. C'est ce qu'a apporté Monseigneur Aubry en étant aujourd'hui lors de cet échange ici à la Bretagne avec vous. C'est sûr. La présence de Monseigneur a été improbable parce que je ne connaissais pas Monseigneur, parce que les raisons pour lesquelles il a dû venir ne me semblaient pas impérieuses, voilà, tout simplement. Et il est venu. Et ça a été une grande bénédiction pour nous parce qu'il nous a montré une facette de Monseigneur que nous ne connaissions pas. Nous, on connaît Monseigneur, le pasteur des chrétiens, dans sa fonction d'église, mais on ne connaît pas le Monseigneur dans sa fonction d'être ce poète qui vit très intensément sa poésie et voilà, il est passionné de poésie, Monseigneur. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'il est venu chez nous cet après-midi. La présence de Monseigneur Aubry chez vous, la construction d'un mausolée en quelques mois dans votre cour, qu'est-ce que Joseph Techer essaye d'inscrire dans sa vie, dans sa cour, dans sa maison, dans son cœur? Qu'est-ce qu'il essaye de dire à lui-même et aux autres? Rien. Je pense que je n'essaye pas de me dire quelque chose. Je vis l'instant présent. Et l'instant présent me commande de vivre intensément le moment que le Seigneur nous donne. Par exemple, là, situation sanitaire que nous vivons, je le vis très mal parce que je le vis très mal tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on nous vole quelque chose et qu'on nous vole notre présent, notre moment. Et c'est douloureux parce que
Je n'envisage pas de vivre sans relation, sans pouvoir aimer et montrer aux autres qu'on les aime, sans pouvoir partager. Voilà, tout simplement, c'est pas vivre. C'est pas vivre, ça. Qu'est-ce que Joseph Techer a encore à accomplir sur cette terre avant de rejoindre Dieu? Il ne m'appartient pas de le définir. Il ne m'appartient pas à moi de répondre à ce que j'aurai à faire. Je ferai tout ce que j'aurai à faire si Dieu me donne encore la possibilité de faire des choses. Voilà, j'ai 81 ans et je peux encore faire pas mal de choses. Mais il aurait pu s'agir que je ne puisse pas le faire, que je sois malade ou que je n'ai pas la force, la capacité de le faire. Voilà, il ne m'appartient pas, et ça n'a jamais été par mérite, il ne m'appartient pas de définir ce que je ferai demain. Je ferai demain ce que Dieu me permettra de faire, et selon sa volonté. C'est ma dernière question, Joseph Techer. Quel serait votre message à vos frères de la Réunion, à vos sœurs de la Réunion? L'amour. S'aimer, tout simplement. Mais s'aimer vraiment. Pas se le dire, mais le vivre dans les yeux, dans les gestes, dans la rencontre et dans le respect de l'autre. Quelle est la mission première de votre structure? Alors notre structure, elle accompagne les porteurs de projets des Hauts pour émarger à des fonds européens leaders. Alors on peut subventionner tout type de projet, qu'ils soient associatifs, portés par des entreprises ou des agriculteurs, pourvu que ces projets se situent dans le périmètre des Hauts de l'Ouest. Depuis, vous avez accompagné combien de projets et quels sont les projets que vous avez retenus encore aujourd'hui? Alors, on est en milieu de programmation, on va dire. On a 4 millions d'euros de FEADER et on a accompagné pour le moment 175 projets. Aujourd'hui, quels sont les critères pour être éligible à vos subventions? Alors, il faut surtout d'abord être localisé dans le périmètre de la zone des Hauts et en fonction des typologies de projets, être éligible et rentrer dans le cadre d'intervention des différentes mesures leaders. Par exemple, pour l'agriculture, il faut être donc dans le périmètre des Hauts, être agriculteur à titre principal ou à titre secondaire et avoir une surface minimum et une certaine typologie de projet en fait. Aujourd'hui, comment ceux qui ont des projets peuvent vous solliciter? À quels critères ils doivent répondre? Alors, écoutez, le plus simple, c'est qu'ils nous appellent au 02 62 45 89 29, 02 62 45 89 29, ou ils peuvent directement venir nous voir. Nous sommes situés à la Saline, aux 2 chemins de la chapelle Carly. Nous sommes juste à côté de l'ancienne usine de Vubel. Ou alors, nous avons un site internet www.tergal.re et vous aurez toutes les informations nécessaires. La BRED, Banque Populaire, est une banque coopérative, donc forcément on œuvre sur le secteur de l'ESS, économie sociale et solidaire. Et on est d'ailleurs partenaire actif de la CRES et on est même en gouvernance. Donc à partir de là, c'est tout naturellement qu'on reste partenaire actif des événements que la CRES Réunion met en place.
Ne prenez pas ça pour une insulte ou une provocation, mais je vous posais la question de manière assez directe. Est-ce qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est porteur en matière économique? Ça reste porteur en matière économique, mais c'est vrai que dans l'état d'esprit vraiment de l'économie, ça reste l'économie solidaire. C'est vrai que c'est pas... Ouais. Comment je peux- D'où ma question, est-ce que financièrement, ça vaut le coup pour une banque de s'y impliquer? Ça vaut toujours le coup pour une banque de s'y impliquer puisque on a vocation, nous, d'accompagner quand même ce type de projet. Après, on ne pourra pas tout faire. Ce sont des projets qui prennent énormément de temps à émerger et à être rentables économiquement seuls. Ça demande en général pas mal d'accompagnement, mais heureusement qu'il y a les banques, mais il y a aussi tout ce qui est administration qui peuvent aider par le biais de subventions à tenir le temps que, en général, ce sont des associations, des SCOP ou des SIC, le temps que tous ces organismes qui œuvrent sur l'ESS soient rentables. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est que d'ouvrir une porte comme ça vers l'entreprise sociale et solidaire, est-ce que c'est pas aussi se créer un petit peu de problèmes, parce que peut-être que demain il y aura trop de gens, il y aura trop de projets et que il faudra dire non? Oh, bon, on pourra pas. C'est comme une entreprise classique en création. Mais on ne pourra pas dire oui à tout, mais effectivement, je trouve qu'il y a énormément de projets qui méritent d'être soutenus, quoi. Après, on ne fera pas n'importe comment, on ne fera pas seul. Mais à partir du moment où on a un nombreux partenaires sur le projet et que tout le monde met un peu la main à la poche, si je puis dire, pour faire tenir le projet le temps de sa maturité et le temps de son autonomie financière, on dira oui, ça c'est clair. La question va être directe. Quels critères faut-il remplir? Un porteur de projet ou une porteuse de projet doit-il ou doit-elle remplir pour avoir le soutien d'une banque pour accompagner ce projet? Ça dépend. Si c'est une création, le business plan, c'est le principal document qu'on va demander. Et puis aussi parler, que les associés nous donnent leur motivation, et qu'ils ont de l'expérience ou ils ont un apport quelconque qui donnerait au projet une visibilité positive, quoi. C'est difficile de donner une checklist de critères pour que la banque dise oui au projet, puisque chaque projet reste quand même un projet. Il y a ses créateurs, leur expérience, il y a le marché, il y a aussi les critères économiques de rentabilité. Donc c'est difficile là de donner vraiment... Dernière question, quel que soit le projet qu'on viendra déposer sur votre bureau, en tout cas, vous l'examinerez, vous regarderez s'il y a un intérêt ou pas. Oui, tout à fait, quel que soit le projet. Et quand on dit non, on donnera les éléments du non, puisqu'on ne va pas dire oui à tout, ça c'est clair. C'est pas notre vocation, aussi dire oui. Quelquefois, on rend service en plus aux porteurs de projet quand on dit non. Comment assistez-vous au développement de la permaculture sur le territoire? En fait, sur un projet comme celui de l'association Maoteo, on les a accompagnés au niveau financier, c'est-à-dire qu'on attribue des subventions pour le périmètre des Hauts de l'Ouest. Et donc Maoteo a déposé un dossier chez nous. Et donc on les accompagne dans la mise en place des cultures, sur le matériel et l'équipement, ainsi que sur la future serre aquaponique qui sera sur site. Quelle est la politique du TCO en matière justement d'agriculture, que ce soit en hydroponie, en aquaponie ou en agriculture? Au niveau du TCO, je ne pourrais pas vous dire clairement, mais au niveau de le leader et le Tergal en lui-même, c'est le genre de projet innovant qu'on soutient et qui est soutenu donc par le Tergal Ouest, car innovant, respectueux de l'écologie et de la biodiversité, donc qui rentre même totalement dans le cadre des actions du leader.
Quand on parle d'hydroponie, on parle d'aquaponie, de permaculture. L'innovation est bien sûr dans l'usage d'intrants ou de produits chimiques. Aujourd'hui, c'est cette filière, cette démarche, c'est quelque chose que pour vous a un avenir? De toute façon, dans les années qui viennent et qui ont déjà passé, depuis quelques années, on en entend beaucoup parler. Et je pense que c'est une filière sur laquelle, qui est appelée à se développer sur la zone ouest et même sur toute l'île. Et on recense aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui se tournent vers ce mode de production, l'agroécologie, la permaculture, et de jeunes agriculteurs aussi qui s'installent sur le bio, sur de la perma. Donc je pense que c'est une filière d'avenir. Aujourd'hui, sur le territoire de la côte ouest, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui, justement, fait le choix d'aller vers cette innovation en matière d'agriculture? Nous, au niveau du leader et du Galloise, donc on recense quand même, je pense, entre un peu moins d'une dizaine de projets tournés vers la permaculture. Et par contre, j'ai pas les chiffres exacts, mais énormément de projets en bio, totalement bio. Ça veut dire que vos structures vont continuer à financer, à porter ces projets pour l'avenir? Oui, quoi qu'il arrive, je pense que le mode d'agriculture, de produire sainement et proprement, et d'avoir cette traçabilité et cette qualité de produit est demandée par le consommateur actuellement. Donc je pense que quoi qu'il arrive, nous serons là et nous accompagnerons les porteurs de projets sur ce type de projet. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mesures incitatives pour justement amener des porteurs de projets à aller vers ces outils innovants en matière d'agriculture? Les mesures incitatives, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tout agriculteur qui s'installe ou qui se tourne vers ce genre de projet est finançable au niveau de l'Union européenne. Tout dépend des surfaces, et, au niveau du leader et même je pense du FEADER. Tout dépend de la surface et des seuils minimums à atteindre. Et oui, il existe différents dispositifs d'aide pour ceux qui veulent s'installer dans ce type de projet. Nous avons ouvert ce type de projet à nos fiches actions et nous sommes contents d'avoir ce type de dossier chez nous.